Et si Mistral prenait le dessus sur OpenAI? Comment ça, science-fiction? Bougez pas, j'arrive. Soyez les bienvenus, c'est l'actu du web, du digital, de l'intelligence artificielle et de la tech de ce joyeux lundi 26 janvier 2026 sur Renault Décode. Pensez à vous assurer que vous êtes bien abonné à cette chaîne. Bah oui, parce qu'on partage toute l'actu qui fait notre monde de demain, il faudrait pas louper les épisodes. Je dis ça, je dis rien. Donc vous vous abonnez et vous activez la petite cloche pour, j'espère, votre plus grand bonheur. Alors oui, je veux mettre en avant aujourd'hui dans la revue d'actu Mistral qui a fait pas mal de sorties à Davos et je voulais vous en parler avant de vous parler des autres dingueries du jour, notamment OpenAI qui est sur la corde raide, sur la ligne rouge. Oh loulou, je vais vous raconter ça. On va également parler de Microsoft Copilot, juste parce que vous arrêtez pas de me dire Renaud, tu parles jamais de Copilot alors que quand même. Bon, alors quand même. Et de plein d'autres dingueries qui vont vous remuer. Si vous avez des petites tendances pro-américaines, anti-américaines, voire complotistes, vous allez kiffer. Bon, ou pas. Bah vous verrez bien. On démarre par Mistral. Il est passé dans une autre dimension, Arthur Mensch. Oui, le patron de Mistral, notre champion français de l'intelligence artificielle. Bah, il a fait ses petites sorties à Davos, mais il y avait tout le monde. Bah, il y avait tout le monde, avec un grand M à Davos. Et Arthur Mensch, il nous a clairement fait comprendre que Mistral, QV 2026, allez hop là, on allait avoir un gros update et ça me fait plaisir de vous en parler. Alors, je sais que dans les commentaires certains diront oui, tu fais du chauvinisme, tu dis ça parce que Mistral c'est français. Et ben ils ont raison. Voilà. Bon, par contre vous auriez tort de penser que c'est que pour ça que je vous parle de Mistral. C'est aussi parce que leur modèle est vachement bien. Je parle de leur modèle au niveau IA et je parle aussi de leur modèle de distribution, leur modèle économique, leur modèle d'architecture et de structure. Ce n'est pas du tout le techno-féodalisme à l'américaine des Gomax, comme je les appelle, la nouvelle version des GAFAM, Gomax, Google, OpenAI, Meta, Anthropic et XAI, c'est mon petit moyen mnémotechnique, Gomax, voilà. Eux, ils ont des modèles commerciaux, ils ont beaucoup de mal à faire de l'open source, ça bosse sur du data center, et la lutte se fait au niveau des GPU, des data centers qu'on va mettre un petit peu partout. Mistral, c'est pas ça, c'est un autre modèle, un petit peu comme les Chinois, un petit peu, mais pas tout à fait, c'est quand même vraiment ouvert, avec des vraies données de qualité, et ça respecte l'IA Act, ça respecte la DSA, ça respecte la RGPD, etc., etc. Par contre, oui, il y a des modèles, et il y a des architectures hybrides, puisque du côté de chez Mistral, on peut récupérer des modèles en open source, les faire tourner gratuitement sur son PC, voire dans son entreprise. Voilà. Et puis, il y a aussi des modèles commerciaux sur abonnement particulier ou abonnement pro. Ouais, un petit peu comme les Chinois, mais en mieux. Bon, bah on a la troisième voie européenne que Mistral dessine pour nous. Pourquoi qu'on les suit pas ? Bah parce qu'on a un petit complexe d'infériorité, parce qu'on dit oui, mais tu sais, c'est français, donc forcément c'est moins bien. Mais pourquoi ? Mais ça suffit les bêtises. Donc Arthur Mensch, il a profité de Davos pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, notamment sur des questions qui préoccupent les investisseurs. Bien sûr, est-ce qu'ils ont du pognon chez Mistral ? Est-ce qu'ils en gagnent du pognon ? Parce que si c'est pour faire comme OpenAI et perdre 4 millions tous les mois, je sais plus combien ils perdent, milliards, je sais plus, mais beaucoup d'argent, dans des centaines de millions régulièrement, et avoir une dette absolument colossale qu'on se demande si un jour OpenAI va pas juste mettre la clé sous la porte, Mistral, eux, ils disent attendez les amis, nous on a fait 100 millions de marge dégagée de résultats sur l'année qui vient de s'écouler en 2025 et on a atteint les 300 millions d'ARR, c'est-à-dire les revenus récurrents. C'est ça les vrais business models hyper sains, c'est quand vous avez des gens qui s'abonnent, ou des boîtes qui ont un peu plus de bourgeouf, qui s'abonnent, et ça vous fait un revenu récurrent. Ça veut dire que vous savez combien vous rentrez dans les caisses le mois d'après, vous avez de moins en moins d'efforts à faire pour avoir le même chiffre. Donc si vous avez un effort continu, hop, la courbe elle est ascendante, elle est très jolie. Bon, et ben l'ARR donc de Mistral a été annoncé en septembre 2025 à 300 millions. Donc tous les ans, bim, on a ça. Tous les mois, on a ça. Tous les ans, on a ça. Donc on est vachement content, et ça va se démultiplier, notamment parce que Mistral nous le dit, c'est une boîte rentable aujourd'hui, on est déjà rentable. En plus, c'est une boîte qui est assise sur un paquet de pognon, puisque vous le savez, ils ont fait des levées de fonds assez ouf. En plus, ils ont fait des levées de fonds en Europe, avec ASML, qui est le fabricant de machines qui fabrique les puces. Voilà, et il y a un partenariat entre les deux, Mistral et ASML. Mistral va mettre ses IA au service de toute la chaîne de ASML pour designer, pas pour faire, mais pour designer les puces de demain qui vont servir à qui ?
à l'intelligence artificielle. Et tout ça reste en Europe. Eh ben, c'est pas bête, hein. On commence à avoir un champion qui se dessine. En plus, Arthur Mensch, il nous dit, vous savez quoi ? Moi, j'ai 1 milliard d'euros de CAPEX pour 2026. Qu'est-ce que c'est le CAPEX ? Explique-nous, Jamy. Donc le CAPEX, en fait, c'est l'argent que tu mets de côté pour dire ça, c'est mes capacités d'investissement. Voilà, tu dis, y a le revenu, il y a la marge, il y a le résultat, faut pas confondre tout ça, hein, parce que parfois on fait un gros chiffre comme OpenAI, puis à la fin on perd de l'argent. Du coup, qu'est-ce qu'on peut réinvestir ? Rien, il faut demander à d'autres de nous filer du pognon pour espérer qu'on existe après-demain. Mistral, c'est pas ça, on est rentable, en plus on a du revenu récurrent qui augmente, en plus on fait des levées de fonds, et en plus, on vous le dit, on a 1 milliard. Alors vous allez me dire, 1 milliard, il y a des coûts à 50 milliards du côté des US, mais c'est déjà pas mal. 1 milliard, nous dit Arthur Mensch, d'euros de CAPEX en 2026, c'est-à-dire des capacités à investir. Alors oui, dans les GPU et des data centers, mais également dans le rachat d'autres boîtes. Ah, pourquoi pas imaginer qu'en 2026, eh bien Mistral va récupérer une super IA qui fait du vocal. QTI, chez nous en France également, pourquoi pas. Peut-être qu'ils vont un jour fusionner avec Black Forest, l'IA allemande qui fait de la génération d'images qui est vachement bien. Peut-être qu'ils vont aller vers des petits acteurs, vers des moyens, vers des gros, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont des moyens d'investir en 2026 et ça, c'est top. Arthur Mensch, il a montré les muscles. Il a dit, voilà, si vous voulez parier sur une IA d'avenir, c'est celle-là. En plus, elle respecte les règles, notamment les lois européennes. Alors Arthur, il dit quand même, faudrait pas les durcir davantage, faudrait peut-être les assouplir un petit peu, parce que franchement, on transpire. Bon, le marché européen est gigantesque. Si en plus de ça, Mistral pouvait bénéficier de commandes publiques, de synergie avec plein d'autres, ce serait absolument génial. Alors oui, les amis, je termine là-dessus sur cette actu. Très souvent, on se dit oui, Mistral, il est un peu moins bien, tu vois, quand je fais ChatGPT, je fais Mistral. Ben oui, mais arrêtez de faire ChatGPT et de le rendre meilleur alors qu'il n'est pas rentable. Faites du Mistral dans tout ce qu'il peut apporter, notamment pour les entreprises, hein. Il repose beaucoup sur un modèle B2B, entreprise pour les entreprises, donc avec des gens qui vont intégrer du Mistral dans des boîtes qui vont avoir du Mistral. Et c'est souverain, vous n'avez pas vos données qui partent ailleurs, vous pouvez avoir de l'open source, du local, bref, ça a tous ses atouts Mistral. Et donc, à mon avis, il faut qu'on l'utilise. Il faut qu'il y ait de la commande publique, il faut qu'il y ait de plus en plus de boîtes qui utilisent Mistral. Et oui, je pense que Arthur Mensch, il peut réussir son pari de courbes très très ascendantes et on aurait enfin concrètement une troisième voie européenne différente de la voie américaine qui est critiquable, on n'arrête pas de la critiquer en ce moment d'ailleurs, c'est pas faux, et de la voie chinoise qui est critiquable aussi historiquement, je dis comme c'est chinois c'est pourri. Bon bref, on a les meilleurs des deux mondes avec Mistral et des choses hyper malignes en plus qu'ils ont fait, donc ils ont des capacités d'innovation et maintenant ils ont du pognon. Voilà, retenez ce nom, Mistral, essayez-le, réessayez-le avec toutes ses fonctionnalités et recommandez-le autour de vous parce que franchement, je sais pas si c'est l'avenir avec un grand A de la planète entière, mais en tout cas c'est notre avenir dans l'IA à mon avis en Europe et en France. Vous en faites ce que vous voulez, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Alors du côté d'OpenAI, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? OpenAI est en train de faire des trucs un petit peu pas nets. Alors on les collectionne un petit peu, les trucs pas nets du côté de chez OpenAI. Après vous me direz, c'est un jugement de valeur ça Renaud. Oui, j'essaie d'être objectif mais j'ai du mal à être neutre. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Puisque OpenAI il a l'air de collectionner des trucs un petit peu touchy. Vous voyez, entre les comptes qui vont être pour les adultes. Du coup maintenant ils ont une IA qui essaye de détecter par vos conversations si vous êtes un enfant ou un adulte. Du coup ça veut dire qu'il y a une IA qui nous regarde. Oui, on leur demande de faire deux poids deux mesures en fonction de adulte ou enfant, ce qui est très bien, faut protéger les enfants et pas leur faire dire n'importe quoi. Bon, on peut protéger tout le monde aussi. Non, bon, très bien. Bon, et du coup, comme on leur dit à OpenAI et à toutes les plateformes du monde, je dis nous, c'est en Europe, avec nos réglementations, on leur dit non, il faut faire attention aux mineurs, mais en même temps, vous n'avez pas le droit de choper de la donnée. Bon, du coup, ils mettent une IA pour nous surveiller et pour déduire qui on est. Il y a eu pas mal d'affaires là ces derniers temps avec de l'accompagnement d'ados par ChatGPT qui leur font des recommandations ou des conseils qui sont pas ouf et qui parfois mènent à la catastrophe. Bref, ça collectionne la ligne rouge. Récemment, ce qui a défrayé la chronique, c'est l'arrivée de la pub dans ChatGPT. Alors bien sûr, tout le monde se gourre, on avait débunké le truc sur Renaud Décode, tout le monde se gourre en disant « du coup, il va nous faire des réponses qui vont nous orienter vers de la pub ». Non, c'est pas ça, voilà, mais on aura quand même de la pub sous les réponses qui va nous sortir. Oui, ils ont besoin de pognon parce qu'ils en gagnent pas. Mais comment c'est possible qu'ils gagnent pas de pognon, ils en perdent beaucoup et qu'ils soient toujours là ? Bon...
Et la corde raide, la ligne rouge? Bon, et ben 2 informations supplémentaires, un petit peu ligne rouge à mon sens, mais vous me direz aujourd'hui, du côté de chez OpenAI. Avec la première qui est l'arrivée de Codex, enfin d'une nouvelle version de Codex. Alors Codex, je ne sais pas si vous le connaissez, l'ami Codex, ça ressemble à ça, Codex. Vous allez sur ChatGPT et vous avez un petit lien dans le bandeau de gauche qui vous amène vers Codex. Codex, c'est un environnement, c'est surtout un modèle IA qui est dédié au code et qui est extrêmement performant. Hein. On est en Codex 5.2 aujourd'hui. Et le petit Sam Altman, nous fait un petit tweet en nous disant attention, attention à quoi, faut qu'on fasse gaffe à quoi, dis-nous tout. Eh bien, la prochaine version de Codex arrive, et elle arrive pour le mois prochain, voire dès la semaine prochaine. Alors on va voir comment ce sera diffusé, mais là, dans les jours qui viennent, on va avoir une nouvelle version de Codex. Alors on nous dit pas si ça sera Codex 5.3, ou si ça va rester l'appellation 5.2, mais il y a un niveau supplémentaire. Un niveau supplémentaire de quoi? Eh bien, lisons du Sam Altman dans le texte. Nous atteindrons prochainement le niveau cybersécurité élevé. Donc ils ont plusieurs niveaux en interne pour déterminer les risques en termes de cybersécurité de leurs IA qui font du dev. Alors c'est cybersécurité, je vais vous dire ce que ça veut dire, mais en tout cas, ils ont l'avant-dernier niveau, le presque plus haut, c'est le niveau high. Au-dessus, c'est critique, c'est mort. Sam Altman nous dit attention, le nouveau Codex 5.2, il va atteindre le niveau high, et donc ça craint du boudin. Non, il nous dit pas ça craint du boudin, il nous dit ça va être tellement bien. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que d'abord, ils vont essayer de sécuriser pour que le fameux, le futur Codex 5.2, je ne sais pas encore comment il s'appellera, peut-être pareil, ne puisse pas faire trop de bêtises. Tu vois, si on lui demande de faire un super logiciel espion, un truc de hack, de différentes manières, des attaques sur l'identification de failles, qu'on puisse pas trop être des hackers tous avec notre petit codex accessible à tous dans la pogne. Ce serait pas mal. Alors, c'est pas prêt de s'arrêter les attaques cyber avec ce genre d'outils. Bon, ils vont sécuriser qu'ils nous disent. Bon, et puis ils nous disent que après, si on arrive bien à sécuriser le truc, on verra comment Codex peut nous aider à nous protéger, c'est-à-dire avec des mesures défensives dans notre code, être sûr qu'on ne subisse pas des attaques. Samy, on n'aurait pas mieux fait de faire l'inverse? Je sais pas, une IA de code qui permet d'avoir un code super propre sans faille. Et puis après... mais non, c'est les deux en même temps. Bon, en tout cas, attention, Codex va être surpuissant et il va sortir quand même. Et ils nous disent tout de suite, on sera au niveau cybersécurité élevé. Donc attention, il va peut-être y avoir des hacks, il y aura peut-être des mesures d'attaque, des mesures de défense, ça va être chaud la galette, mais on y va quand même. Oui, il y a de la concurrence, du coup il faut y aller, et tout le monde s'inquiète un petit peu de ce qu'il aura dans le bidou, ça arrive dans quelques jours, quelques semaines à peine, on testera tout ça, et voilà, si votre ordinateur il plante de partout, c'est que Codex 5.2 nouvelle version sera super puissant pour tous les hackers de la planète. Dommage. La deuxième ligne rouge qui nous apparaît du côté de chez OpenAI, alors les deux sont pas liés, ce que je vais vous dire maintenant n'est pas lié à ce que je viens de vous dire à l'instant, mais j'y vois un truc un petit peu chelou, c'est qu'il semblerait, je parle au conditionnel, puisque j'ai pas pu sourcer totalement l'information et surtout pas reproduire moi-même les choses, mais il y a des tests qui ont été faits par des utilisateurs de ChatGPT qui semble indiquer que OpenAI utilise Grokipédia. Vous l'avez, Grokipédia? Bon, je vais vous expliquer vite fait. Utilise Grokipédia pour étayer ses réponses, voire en tant que données d'entraînement de OpenAI. Alors, Grokipédia, c'est quoi? C'est pas une blague, même si ça a une tronche de blague et un nom de jeu de mots. Grokipédia, c'est le Wikipédia façon Elon Musk. Elon Musk, très fâché avec OpenAI. Au départ, il était créateur de la boîte, ils sont en procès de partout, ils se menacent tout le temps. Sam Altman et Elon Musk, ennemis jurés. Bon, ils se critiquent l'un l'autre, surtout dans un sens, mais peu importe. Elon Musk, par ailleurs, il a son intelligence artificielle Grok, voilà, je vais y arriver, Grok, qui est diffusé par xAI et disponible aussi sur X, c'est bon, j'ai remis toutes les lettres dans l'ordre, donc Grok, il lui faut des données d'entraînement. Alors il a X pour s'entraîner, il a toutes les informations du web comme tout le monde, il les scrape
pour s'entraîner, mais parfois il manque de sources. Alors à Elon Musk, on lui a dit, t'as qu'à prendre Wikipédia comme source, tout le monde prend ça. Elon Musk, il a dit non, politiquement, tout ça dans les idées, je suis pas du tout aligné avec Wikipédia. Il l'a dit avec des termes beaucoup moins sucrés que les miens. Bon, et donc, puisque c'est comme ça qu'il a dit Elon Musk, moi je vais créer un autre Wikipédia qui sera moins... peu importe, je mets pas de terme, sinon je vais me faire ban et je vais déclencher des gens, et voilà, c'est pas grave. Bref, je vais faire mon truc à moi, qui va s'appeler Grokipédia, qui lui aussi va regrouper toutes les informations disponibles de la planète sur plein de choses, et ça va être vachement bien, et ça va être une base d'entraînement et de ressources pour Grok. Donc il a fait Grokipédia. Donc en gros c'est voilà, on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup pompé Wikipédia, et pour tout ce qui n'existait pas encore, comme cette page, mais il y a une page Grokipédia Renault Décode, alors qu'il n'y a pas de page Wikipédia Renault Décode. Alors du coup, Grokipédia, il n'a pas fait que repomper Wiki, non, il a changé des trucs, notamment des trucs pas alignés avec les idées d'Elon Musk. C'est discutable, vous discuterez dans les commentaires. Et puis il a rajouté des choses qui sont elles-mêmes générées par Grok. Donc Grok se nourrit de contenus qui sont générés par Grok. Mais pourquoi pas ? Bon, pourquoi je vous dis tout ça et que je vous explique tout ça ? Parce que les tests ont indiqué que OpenAI, Sam Altman, ennemi juré, promis, etc., de Grok et XAI, OpenAI utilise Grokipédia, la base qui a été faite pour ça. La base de ressources qui a été faite pour ça. Et tout le monde commence à s'inquiéter de ce truc-là et des dérives, certains commencent à appeler ça comme ça, d'OpenAI dans sa mentalité, dans le fait de fournir des IA qui soient sûrs, qui soient pour le bien commun, qui soient avec une certaine ligne, qui soient un petit peu morales, qui soient un petit peu tout ça. Alors ils nous disent non, nous on est moral, on est bien, etc. Sauf qu'ils nous sortent Codex et ça part dans tous les sens et on ne sait pas où ça va aller, et qui apparemment, il n'a pas assez du conditionnel, il serait en train de piocher dans Grokipédia, qui est justement le côté, l'autre face de la médaille intelligence artificielle. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça commence à sentir... Mais venez tous chez Mistral. Et si on dit, en Europe, on laisse tomber ChatGPT, on va tous chez Mistral. Je sais pas, je lance une idée comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Renaud, pourquoi tu parles jamais de copilote ? C'est vachement bien copilote aussi comme IA. Oh, c'est bon, je vais vous en parler de copilote, puisque c'est comme ça, vu qu'il y a eu des petites annonces, non pas des petites annonces, des annonces faites par Microsoft. Oui, copilote, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft, de Microsoft. Et il y en a comme moitié, oui, ils ont perdu l'autre bout. Bon, donc ils ont annoncé des choses, et ça va me permettre de vous expliquer pourquoi j'ai un petit peu de mal à en parler très régulièrement de Microsoft, parce que pour moi, pas de Microsoft, mais de copilote, parce que pour moi c'est un Lego. Oui, Microsoft, actionnaire de OpenAI, contrat d'exclusivité jusqu'à la GI sur les modèles d'OpenAI, de primeur, etc., avec donc du ChatGPT, différentes versions qui est intégrées à leurs différents outils. En fait, l'intérêt, c'est l'écosystème Microsoft, qu'OpenAI n'a pas du tout. Google, il a les deux, lui. Il a les modèles, l'écosystème, la data, tout le reste. Il a tout, en fait. Il a tout, il collectionne tout. Google, il a tout au même endroit, plus le pognon pour assécher les autres. Bref, Google, voilà. Ligne droite vers le leader de l'intelligence artificielle. Microsoft et OpenAI, très bon mariage, un petit peu houleux par moment, mais très bon mariage, ils se font encore des bisous, c'est cool. N'empêche que quand on parle de copilote, dans le cœur du truc, c'est du OpenAI. Oui, mais l'écosystème, c'est pas du OpenAI, c'est du Microsoft quand même. L'intégration dans les outils bureautiques, etc., dans toutes les boîtes qui font du Microsoft, c'est-à-dire toutes les boîtes, c'est vachement bien. Bon. Alors c'est pour ça que cette logique Lego me dérange un petit peu quand je vous parle des différents grands faiseurs d'IA. Pour moi, Microsoft en fait pas partie. Pourtant, ils développent leur modèle et ils font leur truc. Et dans les annonces du jour, il y a notamment la sortie de la suite dédiée à tout ce qui est shopping. Ah mais ils y étaient tous. Alors voilà, il y avait ChatGPT qui a fait ses outils shopping. Voilà, possibilité dans ChatGPT d'activer shopping et de nous dire tiens, recommande-moi un produit puis dis-moi où l'acheter. Très bien. Google qui s'est dit attends, sur le terrain du shopping, tu vas pas me prendre mon petit OpenAI. Voilà, moi j'ai des datas de tous les shoppers, je fais ça depuis des années, j'ai toutes les informations, toutes les fiches produits, tout ça machin. Moi je vais mettre du shopping dans Gemini, du Gemini dans du shopping et bim, je vais plier le game. Et puis il y a Amazon qui a tendu l'index en disant dis donc, le plus grand e-shop du monde, est-ce que c'est type à moi Amazon et est-ce que je suis pas capable de faire des IA super ? Donc allez hop, Amazon s'est engouffré dedans, il nous en manquait un. C'est Microsoft, il nous le manque plus, puisque ça y est, ils nous ont sorti deux outils, le Copilot Checkout et le Brand Agents. Alors c'est deux services, on va dire ça comme ça, complémentaires,
pour aller voir les informations là-dessus. Encore une fois, je m'étends pas sur l'envers du décor parce que c'est du Lego. Et on sait pas trop, là c'est du ChatGPT, là c'est du Microsoft, mais bon, comprenez que Microsoft se lance aussi dans le shopping, avec donc le Copilot Checkout, ça c'est du côté utilisateur. Je vais pouvoir demander à Copilot, tiens, moi je cherche des baskets un peu comme ça, est-ce que tu aurais quelque chose à me proposer? Oui, attends, je vais te copiloter ton checkout. Ah bon, très bien, je vais t'accompagner dans ton acte d'achat. Est-ce que tu veux plutôt couleur comme ça, plutôt pour tel sport, plutôt en telle pointure, etc. Mais je vais te poser des questions, t'accompagner, et je vais pouvoir aller jusqu'au panier, jusqu'à la validation du panier. Est-ce que c'est bien celle-là que tu veux parce qu'elles sont dispo à tel prix chez un tel? Ah bah oui, merci. Blim, ça paye pour toi. Oh bah c'est magnifique, ça m'a fait dépenser des sous tout seul. Ah non, c'est moins magnifique dit comme ça. Bref, ça va jusqu'au checkout. Mais comment qu'il fait le commerçant en face? Eh bien, c'est le brand agent qui est de l'autre côté. Donc des marques, des e-commerçants vont pouvoir dire, bah tiens, moi je me déclare auprès des services de copilote pour le brand agent. Ça va récupérer tout ce qu'il y a dans ma marque, tous mes produits, toutes les informations, etc. Et ça va les rendre disponibles. Et ça va aussi rendre disponible un chatbot, un conseiller, un petit peu partout, qui va connaître ma marque et mes produits. Voilà. Ils y sont dans ce marché quand même très très disputé par les acteurs majeurs. Microsoft vient de faire son entrée. Pour l'instant, uniquement aux États-Unis, mais c'est de l'artillerie lourde. Ça va nous arriver aussi en France, à mon avis, très rapidement, puisque ça s'est adossé à tous les gros, que ce soit système de paiement, Stripe, Shopify, PayPal, etc. Ou les moyens, moyens e-boutique et moyens de paiement, Mastercard, Visa et tout le bastringue. Donc ils ont tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au paiement et prendre des sous sur votre carte. Il y a no problemo. Donc ça, c'est pour la partie shopping. Maintenant, je fais juste une petite sortie pour vous expliquer l'histoire du Lego. Enfin, pas pour vous expliquer, vous avez compris, pour vous illustrer, puisqu'il y a eu des petites fuites. Il y a eu des petites fuites à son pépère du côté de chez Microsoft, où il semblerait que les équipes internes de chez Microsoft utilisent une IA qui n'est pas celle de Microsoft pour coder des trucs et pour développer toutes les IA qu'on utilise aujourd'hui. Vous allez me dire, bah oui, c'est normal, ils utilisent sûrement GPT 5.2 Codex, l'outil de leur partenaire OpenAI. Non, ils utilisent Claude. Eh ben oui, c'est bizarre, ils ont le partenariat avec OpenAI, ils ont tout ce qu'il faut, mais pour autant, ils utilisent Claude pour faire leur dev interne de plus en plus, et ils sont même un peu poussés à ça pour vendre du Claude sur leur architecture Azure. Bref, ils bouffent un peu à tous les râteliers. Après, pourquoi pas? Ça peut être une très très bonne stratégie. C'est celle de Microsoft depuis tout le temps. Ça leur a réussi, pourquoi pas? Mais en tout cas, voilà, tenez-vous informés de tout ce que fait Copilot et de tout ce que fait Microsoft, en ayant conscience que tout ça est un petit jeu de Lego, mais si ça se trouve, c'est très bien pour nous. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Une information qui risque de vous déclencher en commentaire. Alors un truc dont on a déjà parlé, mais je voudrais tirer un petit peu la ficelle, et ça concerne TikTok aux États-Unis, où c'est chelou. Voilà, donc si vous avez une âme un petit peu complotiste, si vous avez une âme un petit peu anti-US, anti-Trump ou pro-Trump, pro-US, enfin si vous avez un avis tranché sur la question, détendez-vous, voilà, prenez une petite tisane, installez-vous dans un fauteuil bien doudou avant de poursuivre ce que je vais vous raconter maintenant. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est que oui, ça y est, c'est fait. Depuis quelques heures, jours à peine, TikTok US est devenu TikTok US. Oui, parce qu'avant TikTok US, c'était pas TikTok US. Ah bon? Bah non. En fait, il y avait tout un tas de lois qui avaient été demandées par l'administration Biden, puis l'administration Trump, qui avait changé d'avis en cours de route, pour dire « Eh, dis donc, TikTok, c'est quand même utilisé par plein d'Américains, mais c'est quand même grave chinois. » Bah oui, TikTok, maison mère ByteDance en Chine. Et donc, toutes les données des petits Américains, ils partent en Chine, on nous espionne. On n'espionne pas le peuple américain, qu'ils ont dit très fort et très haut en bombant le torse. Et du coup... ils ont réfléchi à tout un tas de trucs et ça y est, ça a été fait et c'est acté et ça a démarré, c'est en cours de propagation maintenant. Déjà, toutes les données des utilisateurs américains, uniquement américains, posez-vous la question de nous, en France, on utilise lequel? Le TikTok que fournit la Chine? Le TikTok en Chine? Non, celui-là, c'est que pour eux, il s'appelle Douyin, il est vachement bien. Ah, mais nous, ils nous filent de la... pardon, bref. Donc, où est-ce qu'on utilise le TikTok US? Non, on utilise le TikTok Worldwide fourni par les Chinois, qui est moins bien que le leur. Mais on n'utilise pas le TikTok US. Ça peut évoluer, méfiez-vous. En tout cas,
aux États-Unis, toutes les données des utilisateurs américains sur TikTok sont maintenant hébergées par Oracle. Ça fait un petit moment déjà, parce qu'il y avait des tensions politiques là-dessus, il y avait déjà eu un accord là-dessus. Mais maintenant, c'est une joint venture, donc une boîte créée avec beaucoup d'Américains, avec du board quasiment que américain, avec des investisseurs quasiment que américains. Donc c'est un TikTok USDS, ça s'appelle comme ça la boîte, elle est américaine, sur le territoire américain, elle repose sur les data centers de chez Oracle. J'y reviendrai justement juste après, c'est un détail qui n'en est pas un du tout. Par contre, je veux vous alerter sur un petit truc, et les Américains ont commencé à être alertés sur des petits trucs, notamment le fait que il y a des données dans cette base détenue par Oracle sur TikTok qui n'existait pas avant, puisque tout le monde avec cette joint venture, enfin tout le monde, quelques-uns, se sont amusés à éplucher les trucs qu'on lit jamais, les CGV, les politiques de confidentialité. Ils ont regardé tout ça et ils se sont rendus compte qu'il y avait des mentions de données dites sensibles, incluant la citoyenneté et le statut migratoire. C'est-à-dire que ce nouveau TikTok US, il prévoit le terrain. Alors les juristes nous disent ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais ça veut dire qu'il prépare le terrain. Mais certains disent que c'est déjà le cas. Il prépare donc des choses pour récupérer des informations sur tous les utilisateurs de TikTok, pas des informations forcément déclaratives, mais des informations déduites en essayant de déduire la citoyenneté, le statut d'immigration des utilisateurs de TikTok aux US. Avec tout ce qui se passe en ce moment, vous voyez un petit peu quel foin ça peut mettre cette histoire. Maintenant, ce TikTok, ce réseau social, pourrait être utilisé pour avoir ce genre d'informations ou pour induire, pour deviner ce genre d'informations, et ça, ce serait vraiment embêtant pour certains défenseurs des droits et des libertés aux États-Unis. D'autant que, ça se complique encore plus avec cette annonce de géolocalisation précise sur les datas américaines. Encore une fois, pas les nôtres, on l'espère. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais en tout cas, les datas américaines, puisqu'on va géolocaliser précisément avec TikTok les utilisateurs de TikTok américains ou aux États-Unis, puisque dès qu'on sera sur le territoire américain, on devrait basculer sur le TikTok US. Vous savez que les États-Unis sont en ce moment assez sensibles sur votre historique de réseaux sociaux quand vous entrez sur le territoire. Vous mettez toutes les pièces du puzzle, ils sont pas bons au puzzle. Bon, visiblement, on va avoir un TikTok US qui va avoir ses informations sur la citoyenneté, sur le statut d'immigration et sur la géolocalisation précise des utilisateurs. J'en rajoute une petite couche ? J'en rajoute une petite couche qui n'est pas directement liée, mais moi j'ai vu un petit truc s'allumer là-dessus. C'est le fait que la FIFA, oui c'est du foot, oui ça n'a rien à voir, bougez pas, j'arrive, ça va venir. La FIFA 2026, vous savez que c'est la Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde 2026 de la FIFA a indiqué que leur diffuseur de préférence allait être la preferred plateforme, donc le réseau social de préférence de diffusion de tout ce qui concerne la Coupe du Monde 2026 de foot, ce serait TikTok. Alors on est vachement content, ou pas d'ailleurs, on aurait bien aimé suivre ça aussi sur Twitch, YouTube, etc. Il n'y a pas d'exclusivité, mais ils nous disent très clairement qu'ils vont à bloc sur FIFA. Que la FIFA va à bloc sur TikTok pour la diffusion de la Coupe du Monde. Et elle se passe où la Coupe du Monde, les amis ? Est-ce que vous vous souvenez d'où qu'elle se passe la Coupe du Monde ? Voilà, elle se passe aux États-Unis, elle se passe au Mexique et elle se passe au Canada. Je vous laisse faire le lien entre tout ce bazar et ce qui se passe en ce moment dans la géopolitique et notamment aux États-Unis, entre les États-Unis, le Mexique, le Canada, la politique, les données qui vont du côté de chez Oracle. Et je précise quand même que Oracle est détenu par Larry Ellison, un des hommes les plus puissants et les plus riches du monde, qui est politiquement et humainement très très proche de Donald Trump. Je pose toutes les pièces du puzzle, après vous reconstituez absolument ce que vous voulez les amis, vous faites à votre sauce. Voilà. Du côté de la France aussi, on veut de la transparence sur les algorithmes et je voulais vous partager cette petite information. Voilà, et je vais vous laisser interprétation totale de tout ça parce que je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais c'est l'algorithme de la CAF, oui, la Caisse d'allocation familiale en France, qui était un petit peu décrié depuis quelque temps pour plusieurs
on va dire, procès en opacité. Ouais, c'est pas des procès, mais beaucoup d'associations en France s'interrogeaient sur la façon dont étaient faits notamment les contrôles à la CAF. Mais comment vous visez les gens? On a l'impression que vous tapez sur les petites gens pour vérifier s'ils ont droit ou pas à des aides, et vous tapez pas forcément sur les autres. Bref, il y avait des interrogations parce que la CAF répondait pas trop à comment fonctionnaient leurs algorithmes. Eh bien, c'est ce qui vient d'être le pas qui vient d'être fait par la CAF, puisque la CAF vient de publier son DMDE 2026, en gros son petit modèle de data mining. Alors c'est pas de l'IA, hein, c'est pas de l'IA au sens deep learning, encore moins au sens LLM, ChatGPT, tout ça qu'on utilise. Non, c'est vraiment du data mining. Donc on récupère de la data et on est sur une régression logistique. Donc en gros, on essaye de se dire, bah tiens, il y a tel schéma qui ont l'air de se répéter, et quand on voit qu'il y a des gens qui fraudent, bah lui il a fraudé, lui il a fraudé, lui il a fraudé, on enregistre un petit peu les différents éléments du dossier, et comme ça nous permet sur des dossiers où on ne sait pas s'il fraude ou pas, de dire bah lui il a plutôt un index de potentiellement de fraude plus ou moins élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même un peu prédictif, c'est carrément prédictif, c'est un peu statistique, et la CAF utilise ça. Alors elle nous dit attention, c'est une très faible part des opérations de contrôle qu'on fait qui sont liées à cet algorithme, à ce data mining, à ce DMDE. Ouais, enfin c'est quand même une partie. Et donc ils nous ont diffusé tout ça, et on apprend en effet, en épluchant un petit peu ce DMDE, que bah oui, ça regarde comment se comportent les fraudeurs, et ça essaye de déterminer si des gens qui ne sont pas détectés comme fraudeurs auraient des chances, des risques de l'être. Et dans ce cas-là, ça remonte aux humains qui, eux, vont aller faire leur petit contrôle comme ils le souhaitent. Alors attention, RGPD, CNIL, information personnelle, non, il n'y a pas de ça dans cette base-là. On nous dit qu'il n'y a rien de discriminatoire, il n'y a pas d'opinion politique, il n'y a pas d'informations sur la religion, je sais pas, l'appartenance politique ou syndicale, ou des données de santé, ou de nationalité, ou lieu de résidence. Il n'y a rien de tout ça dans cet algorithme. Pour autant, et c'est là que je veux attiser, aiguiser votre sagacité, les amis. Pour autant, ben c'est quand même un outil d'aide à la décision, et il y a quand même beaucoup d'associations qui ont commencé à dire non, on va pas lâcher cette histoire, parce que votre DMDE, elle a beau être vertueuse selon vous au niveau des datas, de l'IA, etc., etc. C'est pas une IA qui va faire toute seule la vérification des choses, hein, ça envoie bien des humains, etc., etc. Bon, ça a l'air bien, n'empêche qu'on se rend compte que le système est cible particulièrement les pauvres, les chômeurs, ceux qui sont bénéficiaires du RSA, voire de l'allocation adulte handicapé, et à chaque fois c'est sur eux que ça tombe. Bah oui, dit la CAF, mais c'est pas de notre faute, c'est eux qui fraudent. Oh là là, ça c'est discriminatoire et ça ne va pas du tout. Ils disent pas ça comme ça, mais voyez un petit peu l'embrouille qui se passe derrière. On a beau avoir de la législation, des règles, etc., pour dire attention, nos systèmes qu'on utilise en France, notamment dans le public, faut pas qu'ils soient trop orientés. Bon, en même temps, on se rend compte qu'en prenant toutes ces précautions, ils sont orientés quand même. Donc c'est peut-être plus un choix politique, sociologique que algorithmique qu'il faut faire là-dessus. La CAF a fait preuve de transparence, les amis. Peut-être que vous les jugerez sévères et orientés malgré tout. Et oui, on est sur ce fil du rasoir là. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et enfin, la dernière actu du jour, elle est multiple, et je voulais vous reparler de drones, parce que je sais que c'est un truc qui vous passionne, mais en plus, en même temps, qui vous désole un petit peu, parce que vous arrêtez pas de vous dire, oui, mais à chaque fois qu'on parle de drones, et c'est cool, à chaque fois, on se fâte du militaire. Bon, je vais pas vous calmer tout de suite, les amis, puisqu'il y a 3 informations en une dans cette actu qui concernent les drones, et elles sont militaires. Ces 3 applications, on a juste une hâte, c'est que tous ces conflits cessent, et puis qu'on ait des drones pour le civil qui soient hyper évolués, qui nous permettent de faire des trucs de dingo, être livrés tout le temps, avoir de la connexion partout, faire des trucs de malade, faire des sauvetages en montagne, en mer, etc., etc. Oui, mais s'il n'y avait pas les guerres, il n'y aurait pas le pognon pour avoir des drones qui font des évolutions dingo pour tuer son prochain. Bon, le monde est ainsi fait, les amis, on va pas se refaire. Donc, j'aimerais bien quand même. La première information, elle nous vient de France. Ah oui, ça c'est très étonnant, puisque on est passé, il paraît, on nous a dit il y a quelques temps, dis donc, il faudra passer en économie de guerre. Ça veut dire quoi l'économie de guerre? Ça veut dire qu'on monopolise les moyens qui se trouvent dans un pays pour les mettre à disposition d'un conflit ou de la préparation
ou du fait d'éviter un conflit, je n'ai pas trouvé de mot, mais vous m'avez compris là-dessus. Eh bien, c'est ce qui se passe avec Renault. Voilà, Renault Chorus, c'est pas un nouveau modèle de voiture de chez Renault, la Renault Chorus, non, c'est un modèle de drone. Enfin, c'est des drones. C'est un programme pour industrialiser, je vais y arriver, la fabrication de drones. Oui, Renault, le fabricant de bagnoles, a fait un partenariat avec Turgis Gaillard, qui fabrique, eux, des drones, notamment à portée défense, à portée militaire, reconnaissance, voire attaque, etc., etc. Et ça y est, c'est passé en production, c'est en train de passer en production, avec la DGA également, au sein des usines Renault, comme une chaîne de voitures. Ça a fonctionné à peu près pareil, sauf que ça va être une chaîne de production de drones militaires chez Renault, le fabricant automobile. Public, privé, pour les voitures pour nous, ou pour les drones pour faire la guerre. En tout cas, on nous promet 600, je crois, drones par mois, si mes souvenirs sont bons, mais je ne retrouve plus mes petites fiches. Mais ça doit être ça, d'avoir une certaine cadence et surtout de pouvoir accroître la cadence, de pouvoir dire, ben voilà, on sera chez un partenaire industriel qui est Renault, qui sur ses différents sites, en ce moment c'est en test au Mans, il me semble, dans l'usine du Mans, mais on va pouvoir, s'il se passe un truc, si on a besoin de faire beaucoup plus de drones, pouvoir activer toutes les chaînes de production, peut-être se retrouver un jour, ce serait très malheureux, avec des chaînes de production de Renault qui fabriquent non pas des voitures, mais des drones militaires. C'est pas super ce monde qu'on nous prépare, c'est chez nous les amis, c'est pas loin. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, avec 2 autres informations un peu tech dédiées aux drones. La première, elle concerne Powerlight. Je vous informe de ce truc-là parce que ça existe et que c'est un peu magique. En fait, quand on a pigé le truc, c'est moins magique, mais c'est vachement bien. C'est aux États-Unis. Powerlight, c'est ce que vous voyez un petit peu sur ces vidéos, ou là, ici, ces petits appareillages. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là ? Eh bien, ce sont des lasers qui permettent de recharger des trucs en vol. Enfin, de faire circuler de l'énergie en vol. Donc, la logique, elle est très simple avec avec Powerlight Technologies, ça c'est le nom de la boîte, mais avec ces différentes offres qu'ils ont. Et ils sont en train de tester le drone qui vole à l'infini. On a un système qui envoie par laser un dispositif assez lourd. C'est un petit peu le problème, c'est pas pour les petits drones, c'est pour les gros drones, mais pas trop gros non plus parce que c'est d'énergie, il n'en faut pas tant. Bref, le laser pointe sur des drones et ça permet de faire un envoi d'énergie qui est qui est retransformé en véritable énergie électrique du côté du drone qui est dans le ciel, et ça marche, on arrive à suivre les positions des drones dans le ciel. Alors c'est pas illimité non plus, mais ça a une portée de plusieurs kilomètres, donc avec un réseau de tous ces machines-là, qui sont aussi à câble et tout ça, machin, mais avec un réseau de tout ça, on pourrait avoir des drones de surveillance, par exemple, qui volent en continu. Peut-être qu'on aura ça aux frontières de l'Europe. À nous de définir, à nous, l'humanité, de définir ce que sont les frontières de l'Europe, s'il en faut ou s'il n'en faut pas, ou quelles sont, etc., etc. C'est un autre débat, mais peut-être qu'on aura des drones patrouilleurs à l'infini parce que rechargés du sol par laser. Pourquoi pas imaginer ce futur proche là, parce que c'est des technologies qui existent, qui fonctionnent et qui sont testées. Et enfin la dernière innovation, là encore on aimerait bien que ce soit pour le civil, mais il s'avère que c'est sur le terrain militaire, avec Skyton, c'est comme ça que s'appelle cette boîte, Skyton, qui fabrique des nouveaux drones. Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau ces drones là ? C'est des drones à hydrogène. Voilà, c'est des drones à hydrogène, c'est les premiers à avoir ce genre de particularité. Alors pourquoi ils ont ça ? Pour sauver la planète. Voilà, pour avoir un discours écolo ? Non, ça pourrait, si c'était dans le civil, ce serait pas mal, mais sachez que c'est une technologie qui se développe avec la guerre, mais qui pourrait arriver, j'espère, dans le civil rapidement. Des drones à hydrogène, alors ils sont beaucoup plus silencieux. Alors, sur le théâtre militaire, ils laissent une empreinte thermique et une empreinte sonore qui est beaucoup moindre, donc ils sont beaucoup plus furtifs, voilà, avec une autonomie qui est tout à fait bonne pour ces drones-là. Sur le théâtre militaire, c'est ça. Mais on peut aussi se dire que c'est beaucoup plus propre énergétiquement. Et oui, que dans une vision non guerrière et plus écolo du monde de demain avec la technologie, on aura peut-être ce genre de drone à hydrogène. Voilà, c'est en production, c'est en plus que test, c'est en exercice, on va dire ça comme ça, sur le théâtre militaire. Vivement que ça cesse et que ça nous arrive pour nous, les petits humains qui ne faisons pas la guerre. Vous en pensez ce que vous voulez, vous me dites en commentaire.
Et voilà pour cette revue d'actu un peu trop longue. Bah oui, j'ai des petits soucis, j'ai fait des coupes, j'ai pas l'habitude de faire des coupes dans les revues d'actu, mais là, quand vous regarderez cette vidéo sur YouTube, il y aura des coupes dedans parce qu'il y a eu des petits soucis pendant la revue d'actu. J'espère que vous avez pris un max d'informations, que vous y voyez plus clair du côté de Mistral, du côté de ce que c'est en train de devenir Mistral, du côté de ce qu'est en train de devenir OpenAI, ce qu'est en train d'être de ce qu'est ou pas Microsoft Copilot, et puis toutes ces informations tech, ces informations sociales, sociétales, géopolitiques, tout ça autour des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. C'est quand même un monde de dingue, et vous devez vous tenir au courant de tout ce qui est web, IA, digital tech, parce que vous le voyez, ça forge le monde de demain. Donc tenez-vous au courant, assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'activer la petite cloche pour être au courant des sorties des différentes vidéos, et rejoignez-nous en live, c'est tous les lundis midi, mercredi midi et vendredi midi sur les réseaux. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, on interagit et c'est vachement bien. Faites comme vous voulez, mais tenez-vous au courant et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle revue des actualités web, IA, digital tech sur Renaud Décode.